Alors, nous allons reprendre les travaux avec l'Institut du Québec. Donc, je vous invite à vous présenter. Vous avez 10 minutes pour faire votre intervention avant de passer aux échanges. Bonjour à tous. Emna Braham, je suis directrice générale de l'Institut du Québec. Je vais être accompagnée aujourd'hui par mon collègue. Bonjour tout le monde. Daï Diallo, économiste principal à l'Institut du Québec. L'Institut du Québec, c'est un centre de recherche appliquée qui analyse les enjeux du Québec avec des lunettes économiques. Donc, au cours des 10 dernières années, on a publié de nombreuses études sur le marché du travail, sur les finances publiques, sur la formation, sur le développement économique. Et donc, on s'intéresse tout particulièrement aux enjeux de main-d'œuvre et aux enjeux d'immigration qui sont à l'intersection de ces problématiques-là. Tout d'abord, on aimerait saluer l'approche du Québec de soumettre à la consultation publique les enjeux d'immigration. On se rappelle qu'on est une des seules juridictions avec le Canada de soumettre à un débat public, un débat national, les seuils d'immigration. On a soumis à la Commission un mémoire qui regroupe 10 recommandations, mais on voulait des recommandations qui touchent principalement l'immigration économique et l'intégration au marché du travail parce que c'est vraiment là que réside notre expertise, mais on voulait porter à votre attention ce matin quelques-uns de ces éléments. D'abord, on suggère de retenir le scénario d'une augmentation graduelle des seuils, donc tel que proposé dans l'orientation 12, d'atteindre 60 000 personnes en 2027 en excluant le programme d'expérience québécoise volet diplômé. Cette augmentation nous paraît adéquate, plus adéquate que le statu quo pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il s'agit d'une augmentation relativement modeste qui ne va pas venir bouleverser l'équilibre démographique ou l'équilibre du marché du travail québécois. Juste pour illustrer, les nouveaux seuils proposés, les nouveaux immigrants représenteraient à peu près 0,7 % de la population québécoise. Ça reste faible et ces seuils sont surtout plus faibles que ce qui a été proposé, par exemple, dans la dernière planification fédérale. Pour le reste du Canada, on s'attend à des seuils d'immigration qui vont atteindre 1,4 % de la population, soit le double de ce que le Québec propose. Ces seuils paraissent aussi adéquats parce que, quelle que soit la manière dont on le regarde, l'intégration des immigrants au marché du travail s'est améliorée au cours des dernières années. Si on regarde, par exemple, les personnes qui sont arrivées il y a moins de 5 ans, donc ceux qui sont habituellement à la recherche de leur premier emploi, qui ont historiquement plus de difficultés, on voit que leur taux de chômage est passé de 13 % en 2016 à 8 % en 2022. Et la plupart des indicateurs du marché du travail qu'on suit vont dans la même direction. Avec le vieillissement de la population, avec les bouleversements qu'on a connus avec la pandémie, on s'attend à ce que le marché du travail reste serré au Québec. Les prévisionnistes prévoient même qu'avec un ralentissement économique en 2023-2024, le taux de chômage ne devrait pas augmenter beaucoup plus que 5 %. C'est un taux qui est faible pour le Québec. Donc, dans ce contexte, on pense que le Québec devrait être en mesure d'intégrer de manière harmonieuse un seuil un peu plus élevé d'immigrants. Enfin, l'expérience des dernières années a démontré que de maintenir des seuils, de geler les seuils d'immigration permanente a mené à des stratégies de contournement en faisant davantage appel à l'immigration temporaire. Donc, les employeurs qui avaient du mal à recruter, à garder leur monde, les établissements d'enseignement qui voyaient leurs inscriptions diminuer, se sont tournés en grand nombre vers l'immigration temporaire, alors que c'est une forme d'immigration qui ne permet pas d'avoir une réflexion, comme on le fait aujourd'hui, une réflexion stratégique sur notre capacité d'accueil, sur la capacité de fournir des services en santé, en éducation, en logement. Elle a aussi mené à des goulots d'étranglement dans l'admission de la résidence permanente. Il faudra donc, à l'avenir, éviter de réfléchir aux programmes et aux politiques d'immigration en silo. Donc, on voit des modifications dans les seuils ou des conditions d'admission dans un programme peuvent engendrer des impacts importants ailleurs. Un autre exemple est celui du regroupement familial. L'orientation 4 propose d'augmenter la part de l'immigration économique dans l'ensemble de l'immigration. Alors, comment on le fait? C'est en augmentant le nombre d'immigrants économiques tout en maintenant, par exemple, le regroupement familial stable. Mais on peut s'attendre à ce que ces nouveaux immigrants, certains d'entre eux vont vouloir faire venir leurs parents, leurs conjoints, leurs enfants. Et donc, si on ne veut pas, le risque, c'est de se retrouver dans quelques années, encore une fois, avec des listes d'attente pour l'accès au regroupement familial. Ce n'est pas un signal qui est très rassurant pour les personnes qui veulent venir s'installer de manière permanente
au Québec. Donc là encore, il y aurait avantage à anticiper et à se prévoir une marge de manœuvre pour aligner les quotas de regroupement familial avec les objectifs d'immigration économique. Une des orientations proposées qui va dans le sens de décloisonner la réflexion sur les programmes et les politiques d'immigration est celle de la réforme proposée du PEQ, donc le programme d'expérience québécoise, dont mon collègue Dave va vous parler. Merci, Amna. Donc, nous saluons l'orientation 12 qui propose d'éliminer l'expérience de travail et de déplafonner le PEQ volet diplômé, parce que ça permettra certainement de réduire les goulots d'étranglement dont on parlait et de s'assurer de retenir des candidats de choix pour l'immigration permanente, donc des candidats qui auront déjà été au Québec une expérience québécoise. De plus, cette mesure a pour effet de prendre en considération le fait que les dernières années, on a accueilli un nombre plus important d'étudiants étrangers et que certains d'entre eux désirent s'installer au Québec. Ce n'est pas tout le monde, mais certains d'entre eux. Et là, on peut voir aussi les liens que l'on peut faire entre l'immigration temporaire et l'immigration permanente dans nos processus de planification. En revanche, il n'est pas clair pourquoi la mesure ne s'applique qu'aux diplômés des programmes francophones et non pas à tous les diplômés qui font la preuve de leur connaissance du français. En effet, pour l'ensemble des orientations proposées, c'est un test de français qui établit la connaissance de la langue et l'admissibilité à la résidence permanente. En revanche, un diplômé d'un programme anglophone qui a donc appris le français n'aura pas d'accès rapide à la résidence permanente et devra être surtout en compétition avec l'ensemble des candidats étrangers à l'immigration avec le programme de sélection des travailleurs qualifiés. C'est la venue qu'on leur propose. Il faudra, on pense, clarifier l'objectif de cette mesure ou bien l'amender. À défaut de retirer la mesure, nous proposons une solution de compromis qui pourrait réduire les effets pervers potentiels des changements à venir au PEQ. Cette solution devrait permettre aux étudiants étrangers diplômés des programmes anglophones au Québec qui ne se qualifient pas aux nouvelles règles du PEQ diplômé, mais qui ont fait l'effort d'apprendre le français au cours de leurs études, de pouvoir postuler au PEQ travailleurs dès qu'ils obtiennent un emploi. Autrement dit, il faudrait que ces étudiants ne soient pas soumis actuellement à la règle du critère d'expérience de travail de 2 ans que ce programme applique. L'objectif de la mesure est de permettre au Québec de rester compétitif face aux autres provinces. On est en compétition avec le reste du Canada. Ces provinces proposent aux diplômés, en général, des délais moins longs pour s'établir sur leur territoire. C'est important de rappeler que les étudiants étrangers ont une expérience québécoise, ils parlent le français et les études le démontrent, ils s'intègrent plus rapidement au marché de l'emploi québécois. L'un des objectifs annoncés de la planification de l'immigration, c'est de pallier aux pénuries de main-d'œuvre. Mais pour y parvenir, pour que l'immigration joue pleinement ce rôle, il y a encore des défis à relever. Il faut d'abord s'assurer que les immigrants trouvent rapidement un emploi, puis un emploi qui corresponde à leurs aspirations, à leurs compétences. Pour trouver un emploi, tous les indicateurs sont au vert. On a une pénurie de main-d'œuvre, c'est facile de se trouver un emploi. Par contre, en ce qui a trait à la reconnaissance des compétences et des diplômes, il y a encore de la place à l'amélioration. Il y a près d'un immigrant sur 2, aujourd'hui encore, qui occupe un emploi pour lequel il est surqualifié. Et surtout, on n'a pas vu d'amélioration au cours des dernières années. Mais là où le bas blesse, c'est vraiment pour la reconnaissance des qualifications des métiers réglementés. Parmi les 27 professions qui sont prévues d'être en pénurie de main-d'œuvre en 2023, il y en a 11 qui sont réglementées par un ordre professionnel. Dans l'état actuel des choses, c'est un accès qui est très limité pour les immigrants et donc l'immigration ne vient pas combler les pénuries de main-d'œuvre qu'on peut avoir dans ces profils-là, pour ces profils-là. C'est un enjeu qui est très complexe, qui dépasse les responsabilités du MIFI seul, mais le MIFI pourrait, à titre de coordonnateur du plan interministériel, jouer un rôle, faciliter la mobilité professionnelle des immigrants, qui est encore un défi à relever. Un autre défi, c'est celui d'attirer davantage de nouveaux immigrants à l'extérieur du Grand Montréal. On le sait, c'est là où le vieillissement de la population se fait davantage sentir. C'est un défi de taille, il n'y a pas de solution magique, mais il y aurait certainement avantage à prioriser les efforts là où il y a des gains à faire. D'abord, une des approches qu'on pense qui est porteuse, c'est de faciliter l'accès à la résidence permanente des résidents temporaires. Ils sont légèrement plus nombreux à s'installer à l'extérieur du Grand Montréal que les résidents permanents. La réforme du PEQ du volet diplômé répond en partie à cet enjeu. On peut penser également à faciliter celui pour les travailleurs temporaires. On pourrait en parler davantage plus tard. En conclusion, il vous reste 20 secondes.
Pour conclure, il va falloir trouver un équilibre entre les objectifs sociaux, économiques et culturels du Québec. C'est un exercice qui est difficile que vous avez, mais dans un contexte de rareté de main-d'œuvre, dans un contexte de compétition internationale pour les talents, il faudra aussi rester flexible et attractif pour attirer les meilleurs talents. Merci. Merci pour votre exposé. Alors, avant de passer à la période d'échange, comme nous avons quelques minutes de retard sur l'horaire, je demande aux membres de la commission le consentement pour poursuivre le travaux au-delà de l'heure prévue de quelques minutes. Ça va? Merci. Alors, sur ce, Madame la ministre, la parole est à vous pour 16 minutes 30 secondes. Merci. Merci, Madame Abraham, Monsieur Diallo. Contente de vous avoir des nôtres pour contribuer à cet échange important qu'on mène sur la planification de l'immigration. Donc, j'ai pris connaissance de votre rapport avec intérêt. Merci pour les différentes recommandations que vous mettez de l'avant. Dans votre troisième recommandation, qui se trouve à la page 6, là, vous recommandez que le Québec se dote d'une marge de manœuvre, vous venez d'y faire référence d'ailleurs dans votre intervention, afin de permettre d'accueillir un nombre supplémentaire de personnes dans la catégorie réunification familiale, en lien avec la hausse de l'immigration économique à venir. Donc, en fait, je suis sensible et j'abonde dans le même sens que vous à l'effet qu'il faille apporter, il faille permettre aux conjoints et aux enfants de venir, mais j'aimerais apporter une précision, en fait, qui ne ressort pas de votre mémoire, c'est que les programmes d'immigration économique tels que le PEC, le PRTQ et le PSTQ, qui lui succédera, tout comme les programmes de gens d'affaires, permettent déjà au requérant principal d'être accompagné par son conjoint et par ses enfants. Donc, ils sont déjà admis dans la catégorie pour laquelle le demandeur principal dépose une demande. Alors, je voulais simplement préciser cet élément-là pour éviter qu'il y ait une mauvaise compréhension. Donc, c'est déjà inclus, je dirais, dans nos démarches. Alors, dans votre mémoire, au troisième paragraphe de la page 3, vous parlez de la capacité d'intégration de la société d'accueil comme étant un élément d'importance, tout comme la pérennité du français. Alors, moi, j'aimerais vous entendre sur quels facteurs, quels éléments devraient être pris en compte pour définir la capacité d'accueil? C'est clairement un élément qui est multidimensionnel. Le premier, puis celui sur lequel nous, on se penche tout particulièrement, c'est celui de l'intégration au marché de l'emploi. On le sait, trouver un emploi, c'est la première étape ou l'étape la plus importante pour s'intégrer à une société. Et ce qu'on voit, c'est que disons, la tendance à l'intégration au marché du travail pour les immigrants s'est améliorée au cours des dernières années. Et ça s'explique par plusieurs choses. D'une part, parce qu'il y a eu un resserrement du marché du travail depuis 2016, donc création d'emplois vigoureuses, vieillissement de la population, déplacement des travailleurs pendant la pandémie, tout ça fait que les opportunités d'emploi sont au rendez-vous. Mais l'autre chose qui explique aussi pourquoi les immigrants s'intègrent mieux, c'est aussi parce qu'on fait davantage appel à cette un peu immigration en deux étapes où il y a de plus en plus de nouveaux résidents permanents qui étaient déjà sur le territoire. En fait, 28% des nouveaux résidents permanents en 2022 avaient déjà eu auparavant un visa d'études ou de travail au Canada. Donc, ce qui fait que leur intégration est plus harmonieuse. Ils ont déjà une expérience québécoise, ils ont potentiellement un diplôme québécois, ils ont déjà développé un réseau. Et donc, tout ça pour dire que les indicateurs pour l'intégration au marché du travail s'améliorent de manière importante. Après, on comprend que ce n'est pas tout ce qui détermine la capacité d'accueil d'une société. On peut penser principalement aux enjeux de logement dont on parle beaucoup, la capacité d'offrir des services de santé, d'éducation, etc. Et à ce niveau-là, les données manquent pour nous permettre d'évaluer quelle est cette capacité d'accueil, est-ce qu'elle est atteinte, est-ce qu'elle ne l'est pas. Et donc là, il y a vraiment un effort de collecte de données, d'avoir davantage d'informations sur les différentes régions. Est-ce qu'on est capable d'offrir des services suffisants? Est-ce qu'il y a des logements en nombre suffisant, etc.? Il y a vraiment un effort de données à faire à ce niveau-là. D'accord, merci. Je vous amène sur une autre orientation, l'orientation 8, sur la reconnaissance des compétences, thème que vous avez également abordé dans votre intervention. Vous observez donc effectivement une amélioration de l'intégration des personnes immigrantes sur le marché du travail. On s'en réjouit. Bien sûr, il y a du chemin qui reste à faire. Tout n'est pas parfait encore, mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Vous proposez de ce côté-là de mettre de l'avant des mécanismes pour faciliter la mobilité professionnelle des personnes immigrantes et pour mettre en place
la nécessité, en fait, de mettre en place des mécanismes audacieux pour assurer là, la reconnaissance des compétences. Alors, moi, j'aimerais vous entendre sur les éléments plus concrets de votre proposition. Là, quelle mécanique vous avez en tête quand vous parlez d'une approche audacieuse? Et puis, quel rôle est-ce que vous verriez pour le ministère de l'Immigration, francisation et intégration? Alors, c'est clair que c'est une responsabilité qui est partagée, parce qu'aujourd'hui, c'est les ordres professionnels notamment qui vont déterminer les modalités, disons, de reconnaissance des compétences des immigrants dans plusieurs professions au Québec. Et donc, c'est un travail de collaboration. On sait qu'il y a des consultations actuellement sur la réforme qui est en cours. Donc, il s'agit d'ouvrir le dialogue avec les ordres professionnels pour trouver des bonnes pratiques, mais il faut regarder ce qui se fait ailleurs également. Dans le reste du Canada, on l'a vu, surtout pendant la pandémie, il y a eu plusieurs programmes qui ont été mis en place, par exemple, pour reconnaître les compétences des travailleurs dans le secteur de la santé, pour s'assurer qu'il y ait davantage de personnes qui puissent effectuer certains actes médicaux. Donc, ce serait intéressant de regarder un petit peu ce qui s'est fait à l'extérieur du Québec à cet égard-là. En enseignement, on sait qu'il y a eu il y a eu énormément d'efforts au cours des dernières années pour accélérer les formations, faciliter l'accès aux professions liées à l'enseignement, mais il y a davantage d'efforts qui peuvent être faits aux États-Unis. Par exemple, il y a des programmes comme Teach for America qui permettent à des récents immigrants d'obtenir les crédits nécessaires pour effectuer certaines tâches dans les établissements d'enseignement. Donc, il s'agit vraiment de regarder un petit peu dans des juridictions qui sont similaires aux nôtres, dans les autres provinces canadiennes, aux États-Unis, qu'est-ce qui peut être fait pour accélérer la reconnaissance des compétences. Merci. Bien, sur ce, je vais passer la parole à l'adjointe gouvernementale et députée de Vimont. Merci. Merci de vous être déplacé. Toujours agréable de pouvoir aussi échanger en présentiel. En fait, j'aimerais vous amener en page 7. Vous proposez de réduire la durée d'expérience de travail pour le PEC travailleur afin de faciliter justement la transition vers la résidence permanente. J'aimerais vous entendre sur les volets 1 et 2 du PSTQ qui ne demandent qu'un an d'expérience de travail en sol québécois pour 24 mois d'expérience. En sous-question, pour le volet 2, je voudrais également avoir votre opinion, justement, sur ce volet qui ouvre la possibilité à des professions qui ne sont pas admissibles au PEC expérience, donc au programme d'expérience québécois travailleurs. J'aimerais connaître sur ces deux questions vos opinions. Effectivement, à ce niveau-là, il y a ces deux programmes-là, donc le PEC travailleur et le PSTQ. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ces deux programmes-là n'ont pas exactement les mêmes objectifs. Quand on parle du PEC travailleur, donc c'est vraiment des gens qui ont de l'expérience au Québec, donc qui sont déjà présents au Québec, qui seront sélectionnés. Tandis qu'avec le PSTQ, on met ces gens-là en concurrence avec l'ensemble des candidats qui pourraient venir de l'étranger. Et donc c'est à ce niveau-là, c'est aussi pour des enjeux de compétitivité. Quand on regarde ce qui se passe dans le reste du Canada, les programmes qui sont ouverts à des gens qui sont déjà sur le territoire demande en général une expérience de 1 an. Donc, pour des raisons de compétitivité pour le Québec, c'est pour ça que l'on propose qu'au niveau du PEC travailleur, qu'on ramène ces délais-là à 1 an pour se comparer au reste du Canada. Et ensuite, pour le PSTQ, effectivement, l'expérience de travail demandée est de 1 an, ce qui est une très bonne chose, on trouve. Et c'est très bien que ce PSTQ-là soit aussi ouvert à des professions qui n'ont peut-être pas accès au PEQ travailleur dans les règles actuelles. Donc, à ce niveau-là, c'est deux programmes qui sont complémentaires et de la manière dont ils sont faits, ils permettront d'atteindre des objectifs qui sont différents. Par contre, il faudrait réduire les délais au niveau du PEQ travailleur pour être compétitif par rapport au reste du Canada. Est-ce que vous voulez rajouter? Ah, non, OK, parfait. Je n'ai pas d'autres questions. Vous parlez de l'importance de régionaliser l'immigration en dehors des grands centres urbains. Qu'est-ce que vous voyez qu'il serait pertinent, opportun d'utiliser comme levier pour assurer une plus grande régionalisation de l'immigration? Oui, alors, la régionalisation de l'immigration, c'est un vaste projet, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a peut-être des endroits où il y a davantage de gains à faire. D'abord, comme je disais tantôt, en facilitant l'accès à la résidence permanente des résidents temporaires. Ils sont légèrement plus nombreux à travailler et à étudier à l'extérieur du Grand Montréal. Et souvent, c'est justement dans les autres grands centres urbains du Québec, à Québec, à Sherbrooke, etc.
Donc, on les retrouve dans d'autres centres urbains du Québec, en plus grand nombre que les résidents permanents. Et donc, de faciliter leur accès à la résidence permanente, ça pourrait être un des leviers qui est en train d'être utilisé, mais qui pourrait davantage être utilisé, surtout avec le PEQ travailleur. L'autre élément, c'est qu'il y a des efforts d'attraction, des missions, des investissements qui sont faits pour attirer les immigrants en région. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a peut-être un intérêt à prioriser l'attraction vers les autres grands centres urbains du Québec plutôt que de couvrir l'ensemble du territoire. Parce qu'on le voit, si on compare les villes québécoises avec les autres villes canadiennes de la même taille, on voit que le Québec se distingue vraiment. Il fait vraiment bande à part. Nos grands centres urbains attirent moins d'immigrants que les autres villes de la même taille à l'extérieur du Québec. Donc, par exemple, si on regarde Halifax, Halifax attire... à Halifax, il y a 11% de la population qui est issue de l'immigration. Québec, qui est à près de la même taille, c'est 6%. Et cette comparaison tient pour différentes villes canadiennes et québécoises. Donc, il y a certainement un effort supplémentaire si on veut prioriser les efforts, aller attirer davantage de personnes dans les autres grands centres urbains. J'abonde dans le sens que vous amenez, à savoir qu'il faille davantage régionaliser l'immigration. C'est un effort dans lequel on s'est engagé depuis plusieurs années avec la réouverture de l'ensemble des bureaux du ministère de l'Immigration en région, bureaux qui avaient tous été fermés sous les libéraux. Et on a également développé de nombreuses antennes régionales, 74 antennes régionales, donc toutes les organisations qui sont actives en matière de régionalisation. Et on a également signé des ententes avec des centaines d'organisations communautaires pour l'essentiel, mais également des villes, des MRC, pour faire en sorte de bien accompagner les personnes immigrantes et assurer une bonne connexion aussi avec la société d'accueil et surtout une rétention et un enracinement. C'est vraiment le souhait que l'on a ultimement, c'est que les gens s'enracinent en région. Maintenant, un des défis auxquels on fait face, c'est de faire en sorte que les gens pensent à immigrer en région dès leur arrivée au Québec. Souvent, on a vu des gens venir s'établir dans le Grand Montréal dans un premier temps pour ensuite réévaluer la chose et s'établir en région dans un deuxième temps, ce qui est souvent difficile parce que ce sont des personnes qui déjà ont connu un déracinement du simple fait d'avoir immigré et ensuite doivent se déraciner à nouveau s'ils souhaitent aller en région. Alors, pour éviter ce double déplacement, on souhaiterait que les gens aillent directement en région dès leur arrivée. Mais comment est-ce que vous verriez qu'on puisse se rapprocher de cet objectif-là, atteindre cet objectif-là? De quelle manière est-ce que vous verriez qu'on doit s'y prendre pour mieux faire connaître les régions, leur diversité, le potentiel qu'on y trouve, tant en matière d'emploi que de qualité de vie? Donc, c'est une question vaste, mais j'aimerais vous entendre là-dessus. Bien, c'est sûr que par rapport aux opportunités d'emploi, il y a tout avantage à faire valoir les opportunités d'emploi qui sont très nombreuses, qui se trouvent dans les différents, surtout dans les autres grands centres urbains du Québec. Et c'est une information qui aurait tout avantage à être davantage divulguée. Après, c'est une décision complexe de où est-ce qu'on s'installe. Donc, le marché de l'emploi, c'est une chose. La possibilité d'acheter une maison ou de trouver un logement, la disponibilité des services pour ses enfants, dans les écoles, etc. Tout ça va faire partie de l'équation. Donc, c'est certain que d'avoir une meilleure anticipation aussi du nombre de personnes qui vont venir s'installer dans les différentes régions, ce serait également une façon de s'assurer d'avoir des services adéquats pour ces nouvelles personnes. Et c'est pour ça que un des éléments qu'on dit, c'est qu'il faut davantage, on a vu le nombre d'immigrants temporaires a augmenté de manière importante au cours des dernières années. Un certain nombre d'entre eux vont vouloir rester. C'est important d'anticiper davantage les flux d'immigration, donc autant temporaires que permanentes, pour s'assurer d'offrir les services adéquats et ensuite le faire valoir pour attirer davantage de personnes en région. Et pour conclure, il nous reste peu de temps. Comment est-ce que vous verriez qu'on puisse planifier l'immigration temporaire, laquelle découle en fait de l'activité économique, souvent le fruit donc d'acteurs privés pour l'essentiel. Donc, de quelle manière est-ce que vous voyez cette possibilité? Mais avant de penser à planifier, il faut d'abord mieux anticiper. Donc, on a vu les tendances des dernières années. Il va falloir voir si elles se maintiennent et anticiper finalement qu'est-ce que ça va donner en termes de demandes qui vont être déposées pour la résidence permanente. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de nouvelles personnes qui sont effectivement sur le territoire au-delà des seuils d'immigration permanente.
Et il faut aussi avoir peut-être une réflexion sur la priorisation pour, lorsqu'on parle de l'immigration temporaire, l'objectif, ce n'est pas d'émettre des seuils ou de limiter, mais il y a des objectifs différents. Quand on parle des travailleurs temporaires ou des étudiants étrangers, ça vise des objectifs qui sont très vastes et très divers. Donc, par exemple, si on regarde les étudiants étrangers, est-ce qu'on peut penser un peu davantage à qu'est-ce qu'on essaie d'atteindre avec l'attraction d'étudiants étrangers? C'est pour stimuler l'innovation dans une université, l'excellence dans nos universités. Dans un deuxième temps, c'est pour attirer des candidats de choix, mais on aurait tout avantage à clarifier un peu c'est quoi nos objectifs en termes d'attraction d'étudiants étrangers, parce qu'on le voit, ça a un impact direct sur la composition et le nombre de demandes de résidence permanente qu'on va recevoir par la suite. Il vous reste 1 minute 20. 1 minute 20. Alors, j'aimerais vous entendre à nouveau, dans ce cas-là, sur les ordres professionnels, parce que j'aimerais que vous nous précisiez un peu le type de collaboration que vous croyez qu'il est possible d'avoir avec les ordres professionnels pour faciliter la reconnaissance. Quel serait leur intérêt ou le levier, dans le fond, à partir duquel on pourrait discuter et travailler avec les ordres professionnels pour faciliter la suite des choses? Les barrières à la mobilité des travailleurs, c'est gagnant pour personne actuellement. Oui, ça permet de limiter l'offre de travail sur certaines professions et de maintenir, par exemple, un niveau de salaire plus élevé, etc. Mais on le voit actuellement avec des pénuries de main-d'œuvre, ça veut dire aussi des heures supplémentaires, ça veut dire aussi de l'épuisement professionnel, ça veut dire de la difficulté à retenir le personnel. Et donc, je pense que là, il doit y avoir une ouverture également à s'assurer que les travailleurs puissent avoir au moins les conditions gagnantes pour effectuer leur travail dans les meilleures conditions possibles. Donc, les pénuries de main-d'œuvre, c'est pas nécessairement quelque chose qui est gagnant pour qui que ce soit actuellement. En conclusion, c'est terminé. Oui. Simplement pour votre présence et je salue mon ex-collègue Daye Diallo. Merci de votre présence, d'avoir été parmi nous et pour vos idées également. Merci. Alors maintenant, je vais céder la parole à l'opposition officielle pour 12 minutes 23 secondes. Merci, Madame la Présidente. Merci pour votre mémoire, merci pour votre présence. Première question, vous dites qu'il faut adapter les critères de connaissance du français pour que nous restions compétitifs à l'international. Pouvez-vous élaborer un peu plus? Qu'est-ce que vous voulez concrètement par rapport à l'utilisation de la langue française? Alors, la principale différence qu'on voit là dans la proposition qui est faite actuellement, c'est de passer donc d'un système de pointage où le français est un avantage à un système de critères où la connaissance du français devient un critère éliminatoire. Donc, la question aujourd'hui, c'est de se dire, bon, on est d'accord que l'objectif, c'est un des objectifs de la planification de l'immigration, c'est la pérennité du français. Ensuite, la question, c'est comment est-ce qu'on le fait de la manière la plus efficace possible. Là, il y a vraiment un équilibre à trouver entre s'assurer de la connaissance du français, mais aussi s'assurer de la compétitivité du Québec comme lieu d'accueil. Donc, actuellement, ce qu'on voit aussi, c'est que ce qui est difficile à quantifier, c'est dans quelle mesure est-ce que le passage de ce système de points à un système de critères va réduire ou va nous priver, en fait, de bassins de candidats potentiels qui ne connaîtraient pas le français ou qui n'atteindraient pas les niveaux de français nécessaires. C'est très difficile pour nous de quantifier ce... Dites aujourd'hui, le Québec n'a pas le luxe de se priver de travailleurs qui ne maîtrisent pas le français. Ça veut dire qu'ils peuvent parler, par exemple, l'anglais. Mais ils se débrouillent en français. Mais ils n'ont pas le niveau pour passer un test du français pour pouvoir continuer à rester au Québec. Aujourd'hui, pour l'Institut du Québec, vous levez un drapeau qu'on risque de perdre des talents? On risque de perdre des talents avec ce critère-là. La question, c'est quand, combien et où, dans quel secteur, dans quel domaine est-ce qu'on risque de perdre des candidats? C'est très difficile à quantifier actuellement. Ce qu'il va falloir certainement faire, c'est vraiment rester à l'écoute ou garder le dialogue ouvert avec notamment les employeurs qui vont voir comment est-ce que ça va évoluer, ces choses-là. Puis l'autre chose ce que les dernières années nous ont appris, c'est que des critères, lorsqu'on établit des critères de ce type-là, on vient, les employeurs, les établissements, etc., on trouve des voies de contournement. Donc, un des risques ici, c'est que les employeurs ne pouvant
faire venir de manière permanente certains travailleurs vont continuer à avoir recours à l'immigration temporaire. C'est clair, merci. Maintenant, j'aimerais vous entendre sur le programme d'expérience québécoise. Vous avez vu ce que le gouvernement caquiste a fait avec ce programme. Vous avez vu la réforme. Je pense que vous avez vu l'impact de cette réforme. Pouvez-vous nous parler un peu de l'impact de cette réforme qui est encore en vigueur? Avez-vous eu de l'information que la réforme était mauvaise? Il y a eu de l'impact par rapport à la rétention, de l'attractivité? Est-ce que des étudiants ont quitté le Québec? Est-ce que des travailleurs ont quitté le Québec parce que les règles sont devenues très complexes? Ces dernières années, effectivement, il y a eu quelques réformes, il y a eu quelques changements au niveau de ce programme d'expérience québécoise. Ce qu'il faut comprendre tout d'abord, c'est que les étudiants qui sont diplômés du Québec sont parmi ceux qui réussissent le mieux sur le marché du travail. Donc, c'est des gens qui sont parmi c'est des gens qui s'intègrent vraiment bien à l'économie québécoise. Ça, c'est vraiment la première des choses qu'il faut savoir. Puis ensuite, ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a effectivement des changements qui sont apportés en ce moment pour faire en sorte de faciliter le passage à résidence permanente pour ces gens-là. Donc, à travers le PEQ actuel, l'orientation, c'est de le déplafonner. Et nous, on approuve cette réforme-là parce que ça permettra effectivement de voir de régler les principaux problèmes que les réformes du passé ont créés. Par exemple, les goulots d'étranglement. Par exemple, le fait de rajouter des périodes de temps qui ont fait en sorte de rendre ce programme-là moins attractif. Le fait de les enlever va rendre ce programme-là beaucoup plus attractif et va permettre au Québec d'être beaucoup plus compétitif par rapport aux autres provinces. Ne pensez pas qu'on a perdu un temps précieux? C'est l'équivalent de 3-4 ans, même gouvernement? Ce qui est essentiel, c'est qu'on ait compris qu'il faudrait avoir un programme qui soit beaucoup plus attractif et qu'on est en train en ce moment de proposer de nouvelles orientations qui vont permettre d'aller dans ce sens-là. Pour une fois, on ne va pas blâmer le gouvernement libéral, on va blâmer le gouvernement caquiste parce que c'est leur réforme. C'est un message à part, pas pour vous. Madame la ministre s'est amusée aujourd'hui à nommer le Parti libéral pas mal de fois. Je m'amuse à nommer le gouvernement caquiste et sa réforme du PEC. Regroupement familial. C'est un réel enjeu. Moi, j'ai parlé avec des Québécois et des Québécoises mariés qui attendent leur conjoint. C'est des histoires d'horreur qu'ils partagent sur les réseaux sociaux. J'ai jamais pensé qu'on va commencer à briser des cœurs avec notre système d'immigration. C'est le cas maintenant. On brise des cœurs. J'ai vu de la détresse dans le visage de beaucoup de Québécois et Québécoises et je tiens à saluer Québec Réunifié qui font un travail phénoménal pour juste lever le voile sur cette histoire, parce que ça ne fait pas partie du discours public encore, mais il existe parmi nous des gens qui attendent leur conjoint à l'extérieur. Quand vous dites qu'il faut accueillir plus de regroupements familiaux, pensez-vous que déjà, il faut baisser et enlever toutes les entraves qui empêchent ces gens d'avoir la personne avec qui ils ont décidé ou choisi de faire leur vie rapidement? Actuellement, on voit qu'il y a déjà des enjeux avec ce programme de regroupement familial quand on regarde les données, quand on regarde les délais de traitement. Mais ce qu'il faudrait comprendre aussi, c'est que même si les personnes de la catégorie économique qui peuvent demander la résidence permanente peuvent avoir leur conjoint et leurs enfants sur leur demande de résidence permanente, c'est que c'est des gens qui, malgré tout, ont aussi des parents. Donc, le regroupement familial, on le voit, bon an, mal an, c'est quelques milliers, c'est quelques dizaines de milliers de personnes qui arrivent au Québec. Donc, il ne faudrait pas exclure cela. Et il est très clair aujourd'hui que quand on regarde les orientations qui sont proposées, un mode économiste, toute chose étant égale par ailleurs, c'est que si on augmente les niveaux d'immigration économique, on va avoir des niveaux de demande de regroupement familial qui sont bien plus importantes. Et il faut y penser dès maintenant. Et j'adore que vous le dites, que vous êtes économiste. Ça, on veut régionaliser. Moi, j'ai vécu ça. Être éloigné de ta conjointe pendant 2-3 ans, on peut bien parler de mesures de régionalisation, ça ne marchera pas parce que ton conjoint, ta conjointe n'est pas avec toi. Donc, ce que vous dites aujourd'hui au gouvernement, c'est que oui, attention à la régionalisation, mais attention aux conjoints et conjointes qui attendent encore pour plusieurs années. Et c'est ce que vous dites? Évitons aussi de nous créer des problèmes dans quelques années, parce que si aujourd'hui rien n'est fait au niveau de ce programme de regroupement familial, on peut s'attendre à ce que toute hausse du niveau d'immigration économique conduise à une hausse de regroupement familial. Il faudrait éviter des goulots d'étranglement qui pourraient arriver. C'est un très, très, très bon point. Très bon point. J'aimerais vous entendre sur les travailleurs temporaires étrangers. Le gouvernement nous présente 2 scénarios. 50 000 statu quo, 60 000 augmentations. Moi, je ramène un autre scénario.
le scénario absent des consultations, scénario de travailleurs temporaires étrangers, 375 000. Pensez-vous qu'avec ce qu'on voit au Québec, quand d'un côté on ouvre pour la résidence permanente, pour les immigrants permanents, mais de l'autre côté, il y a du temporaire, pas mal. Et vous avez vu plusieurs rapports, notamment l'arrivée pour la première fois au Québec d'un représentant des Nations Unies pour faire son enquête, parce qu'ils l'ont avisé, il a été avisé des histoires d'horreur par rapport à certains aspects. Comment vous interprétez cette absence de cette consultation, du portrait, de ce scénario des travailleurs temporaires étrangers? C'est certain que ce qu'on reconnaît, et puis ce qui est clair, c'est qu'on ne peut pas penser au programme d'immigration en silo, immigration permanente d'un côté, immigration temporaire de l'autre. Les deux sont intrinsèquement liés. Autant les personnes qui vont venir en tant que temporaires vont avoir un impact sur le bassin de candidatures qu'on va avoir pour la résidence permanente et le nombre de candidatures qu'on va recevoir. Et de la même manière, les politiques qu'on va mettre en place pour l'accès à la résidence permanente vont susciter des comportements des personnes qui vont venir de manière temporaire. Est-ce que ça va les attirer pour venir étudier puis s'installer ou pas, etc. Donc, c'est sûr qu'il va falloir penser à ces deux éléments-là en même temps. Ils répondent aussi à des objectifs qui sont complètement différents. Donc, je pense aussi que dans la réflexion stratégique, on ne peut pas penser ou on ne peut pas utiliser les mêmes outils pour réfléchir à l'immigration temporaire que ce qu'on fait pour l'immigration permanente. Parce que les temporaires, même s'il y a un plus grand nombre d'entre eux qui désirent rester, la grande majorité retournent quand même dans leur pays, ne vont pas avoir un impact sur la démographie du Québec, ne vont pas avoir un impact sur le marché du travail à long terme ou sur le profil linguistique du Québec à long terme. Donc, il faut aussi éviter d'utiliser les mêmes outils comme les seuils, etc., pour réfléchir à l'immigration temporaire. Et justement, dans votre orientation neuve, vous parlez de la capacité d'accueil et d'intégration des villes. Pourquoi vous avez mis cette orientation? En fait, c'est parce qu'en matière de régionalisation de l'immigration, on pense que d'attirer des immigrants dans des grands centres urbains, en général, est une méthode que l'on pourrait utiliser pour avoir une plus grande régionalisation. Parce que les grands centres urbains, de par les services qu'ils offrent, de par la possibilité d'avoir un emploi rapidement, sont parfois plus attractifs pour les immigrants. Mais c'est très important aussi de comprendre, est-ce que ces grands centres urbains-là peuvent accueillir des immigrants? Est-ce qu'il y a assez de logements? Est-ce qu'il y a assez de services de soins qui sont offerts aux personnes immigrantes? Donc, en fait, c'est d'éviter de réfléchir en silo et vraiment d'avoir une planification d'immigration qui prend en considération tous ces enjeux-là, parce qu'on va bien vouloir avoir des immigrants, par exemple à Sherbrooke. S'il n'y a pas assez d'écoles, il y aura toujours un enjeu. Vous êtes un économiste, je ne peux pas dire un bon économiste, je ne peux pas vous qualifier, mais ça se voit que vous êtes un économiste. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que peu importe la planification, si on n'a pas l'heure juste sur la capacité d'accueil, on passe à côté de quelque chose. Ça, c'est le point 1. Point 2, par rapport à la régionalisation, on ne peut pas la réussir parce qu'il y a un élément clé aussi qui risque d'agir, c'est le regroupement familial. Est-ce que j'ai bien résumé un peu où vous voulez aller avec vos orientations? Mais les régionalisations ne sont pas totalement à mettre en adéquation avec le regroupement familial. C'est sûr que l'un ou l'autre ont un impact les uns sur les autres, mais c'est clair qu'aujourd'hui, si on veut réussir notre politique de régionalisation au Québec, il va falloir que notre réflexion soit beaucoup plus élargie pour effectivement comprendre quels sont les freins à cette régionalisation-là. Tout à l'heure, on parlait par exemple d'attirer des immigrants de l'étranger directement en région. C'est une très bonne idée, mais on voit qu'il y a déjà des immigrants qui sont au Québec et c'est pour ça que des programmes comme le PEQ étudiant qui a été déplafonné, il y a beaucoup plus d'étudiants en général qui s'installent à la région en moyenne par rapport aux immigrants permanents. C'est déjà un très bon point pour permettre à ces gens-là de rester. Quand on regarde le PEQ travailleur, c'est aussi une bonne chose. Et l'une des raisons pour lesquelles à l'Institut du Québec, on avait cette recommandation-là de réduire de 1 an le délai pour pouvoir déposer une demande après son expérience de travail, c'est qu'on se rend compte aussi que parfois il y a des histoires d'horreur où les travailleurs temporaires ont des permis de travail qui font en sorte que si on leur demande une trop longue période d'expérience de travail, ils sont entre plusieurs situations qui peuvent être dramatiques. Donc tout ça, ça permet au Québec d'être beaucoup plus compétitif, d'attirer des gens, par exemple, qui sont déjà en région et qui peuvent rester. Merci. Alors maintenant, la parole au deuxième groupe d'opposition pour 4 minutes, 8 secondes.
Merci beaucoup. Merci pour votre présentation. Je vais commencer par rebondir sur quelque chose que Mme la ministre a dit, que les demandeurs dans le regroupement familial peuvent appliquer dans l'économique. C'est pas comme ça du tout que ça fonctionne et c'est pas comme ça qu'on va régler notre problème d'arriéré, là. Ce sont des enfants, ce sont des époux de Québécois, de résidents permanents, de citoyens qui n'ont pas de demande économique en cours, là. Je ne parle pas d'ajouter une personne à charge dans un dossier économique. C'est pas ça qu'on dit. Ce sont des Canadiens, des Québécois qui marient ou qui ont des enfants à l'étranger qui font venir comme résidents permanents. Alors, ça n'a rien à voir de dire qu'il y a de l'ouverture dans le programme économique. Ces gens-là n'ont pas de demande économique en traitement. Moi, je vous parle de gens qui sont citoyens, des citoyennes du Québec, qui veulent faire venir leur mari. C'est par le programme de la réunification familiale et c'est là-dedans qu'il faut réduire le délai. Et on ne peut pas dire, ou en parenthèse, que par ailleurs, ils peuvent être ajoutés comme conjoints dans une demande économique. Il n'y en a pas de demande économique. Ces gens-là sont résidents ou citoyens déjà à la base et parrainent leur famille. Donc, il faut faire attention à dire qu'il existe une autre alternative. Il n'existe pas. Leur seul chemin, c'est le regroupement familial. Et avec les arriérés qu'on a, on va monter jusqu'à 3 ans de séparation familiale. Il y a des gens, et mon collègue l'a dit, il y a des gens qui ont le cœur brisé, il y a des gens qui sont séparés, puis il va falloir y répondre. Pour revenir, est-ce que vous avez été surpris qu'il n'y ait aucune étude ou aucun chiffre sur les arriérés par programme, ou presque aucun, dans la planification, et qu'il n'y ait aucune estimation prospective, aucune, du nombre de résidents temporaires, travailleurs ou étrangers qui vont se qualifier par critères objectifs OPEC ou OPSTQ et qui vont donc ajouter au backlog, à l'arriéré, qui va faire gonfler potentiellement les délais de traitement dans les seuils qu'on connaît aujourd'hui. Moi, j'ai été absolument choqué de voir qu'il n'y avait aucune statistique ou presque sur les arriérés et aucune étude prospective à savoir si des 375 000 temporaires qui voudront peut-être accéder à la résidence, où est-ce qu'on va les mettre? Est-ce qu'ils veulent accéder? Dans quel programme? Puis comment on va traiter ces gens-là dans un seuil économique de 42 000 places quand ils sont 375 000? Par rapport à ce dernier point-là, c'est pour ça que vous verrez dans notre mémoire, on propose une de nos propositions, c'est de faire en sorte de prévoir le bon nombre de personnes au niveau du MIFI et même au niveau de l'IRCC pour pouvoir s'assurer de livrer les futures demandes de résidence permanente et le certificat de sélection du Québec dans les temps. Donc, parce que si on s'attend à une augmentation des seuils, on ne voudrait pas que les délais non plus, si les demandes augmentent. Donc, à ce niveau-là, on propose cela qui permettrait de régler ce problème-là. Par contre, au niveau des délais existants déjà, des arriérés de délai, nous, on a pu consulter certaines informations là-dessus qui n'étaient effectivement peut-être pas dans le document de consultation, mais ça existe et on peut y avoir accès si on veut consulter ces données-là. On fait une planification pluriannuelle et on ne sait pas qu'il y a 30 000, 32 000 personnes qui attendent dans le regroupement familial. On ne sait pas qu'il y a 12 000 demandeurs humanitaires dans l'humanitaire. On ne sait pas qu'il y a 30 000 réfugiés reconnus. On ne le sait pas du document qui est supposé nous permettre de faire une planification prospective des seuils, alors qu'on ne sait pas combien de monde sont sur notre liste d'attente, puis on ne sait pas combien de gens vont être intéressés à rejoindre notre liste d'attente. Donc moi, je me pose la question bien fondamentale, sans connaître nos arriérés et sans connaître le prospectif de qui va se qualifier, qu'est-ce qu'on planifie? Qu'est-ce que ça veut dire, ce chiffre-là, finalement? Parce que ce qui va arriver, vous le savez comme moi, l'année prochaine, il va y avoir un rattrapage parce que le backlog va être rendu à 2, 3, 4 ans de traitement. Et ce qu'on va avoir discuté ici pendant des semaines avec les groupes, ça ne s'appliquera plus parce que finalement, les délais vont être devenus abusifs, comme on a connu dans les dernières années avec le programme régulier des travailleurs qualifiés. On s'en va vers la même chose. Alors, comment peut-on faire une planification En conclusion, sans les chiffres? C'est la question que je vous pose. c'est terminé. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir contribué à nos travaux. Je suspends la séance jusqu'à cet après-midi. Merci.